On va aborder aujourd'hui le free jazz. On avait déjà vu dans une autre capsule avec John Coltrane l'émergence du free jazz, mais qui était encore dans la mouvance du jazz modal. Ici, on va aborder deux types de free jazz, ce que j'appellerais le free jazz qui se rattache davantage aux traditions des musiques black, donc afro-américaines, et puis le free jazz qui se rattache davantage aux musiques improvisées d'avant-garde. Il y a plusieurs tendances dans le free jazz, mais en gros, il y a des points en commun. Une propension aux improvisations collectives, questionnant toujours la hiérarchie entre les musiciens. C'est-à-dire que parfois, vous allez entendre plusieurs solistes qui jouent en même temps. Lors d'une première écoute, ça peut sembler un peu chaotique, mais il reste qu'il y a une grande sensation de liberté, puis une grande charge à la fois émotive et sensuelle dans cette musique-là. C'est peut-être une musique qui vaut la peine d'être découverte en spectacle, parce que des fois sur disque, ça peut être un peu déroutant. Il y a l'intégration de percussions diverses, et notamment des percussions qui viennent des pays extra-occidentaux, donc des instruments ethniques africains ou d'Amérique du Sud. Il y a aussi l'intégration de l'électronique, donc les premiers synthétiseurs qui sont en vogue à l'époque. Comme je vous disais, c'est intéressant à voir en spectacle parce qu'il s'agit souvent de happening, quasiment théâtral, avec des cris, des rituels. Ici au Québec, il y a eu un groupe qui a eu beaucoup d'impact à l'époque de la contre-culture, c'est l'Infonie, qu'on pourrait rapprocher du Sun Ra Orchestra, entre autres. Dans le free jazz afro-américain, il y a la volonté d'afficher le Black Power. C'est vraiment l'époque de contestation qui suit mai 68 en France, qui est en même temps que toute cette mouvance partout en Occident. Ce qui est très mis de l'avant aussi, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'on arrive sur scène, on n'a pas de grille établie, on n'a pas nécessairement de partition. Il y a une grande part qui est liée au hasard. On part sur un motif, on part sur un rythme, sur une idée, et puis advienne que pourra. C'est une musique, de par sa grande spontanéité, qui est souvent polyrythmique, parfois même polymodale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents musiciens qui jouent sur des modes ou des gammes différentes. Donc, par le fait même, il y a une liberté mélodique et rythmique. Ce qui ressort souvent, c'est le son extrêmement expressionniste. On est aux antipodes de la West Coast. C'est un son qui va vraiment chercher dans les tripes, avec des cris de grande intensité, des bruits, des poèmes déclamés, souvent avec une charge politique, avec un jeu très physique aussi, qui n'est pas tellement loin de la performance. C'est intéressant de voir aussi que les batteurs et les percussionnistes sont très énergiques, prennent beaucoup de place. Et parfois, ils vont jouer en polyrythmie avec les autres musiciens qui vont exploiter les côtés percussifs de leurs instruments. Donc, que vous soyez saxophoniste ou trompettiste ou pianiste à l'époque, on va chercher des sons avec son instrument assez inouïs, on va en jouer d'une manière radicalement différente. Et on va même, on peut même frapper sur l'instrument avec des petits objets pour aller chercher des sonorités. Les gens qui jouent la trompette ou du saxophone vont jouer avec les clés en soufflant sans émettre de son avec une tonalité précise, mais ils vont plutôt aller chercher des bruits. Assez typique là, de cette mouvance. Les contrebassistes vont aussi s'éloigner des walking, ils vont jouer des motifs mélodiques beaucoup plus libres. Ce que je vous conseille d'écouter, entre autres, c'est Sun Ra ainsi que le Art Ensemble of Chicago. J'ai mis un lien plus bas.
La deuxième manifestation du free jazz, c'est ce qu'on pourrait appeler toute la mouvance des musiques improvisées et d'avant-garde. Là aussi, c'est des idées spontanées. Il n'y a aucune grille d'accords ou de formes au départ qui sont imposées. Il y a ici aussi une liberté mélodique et rythmique. Donc le swing est totalement évacué. Toutes les références au bebop, au swing, elles sont lointaines. Elles sont peut-être là un peu dans le free jazz, un peu plus black, mais dans les musiques improvisées, c'est difficile de retrouver ces racines-là. C'est un son expressionniste, mais dans une optique peut-être plus conceptuelle. Et puis aussi, dans cette mouvance, c'est un son qui est parfois tout aussi chaotique, mais plus feutré. On pourrait dire que c'est une version intuitive des expériences faites en musique contemporaine. Il faut voir que cette mouvance, elle est davantage le fruit des expériences des musiciens européens. Que ce soit dans la première ou dans la deuxième mouvance, il y a eu de grands saxophonistes free. On peut penser à Archie Shepp, Roland Kirk, Anthony Braxton. Le free jazz a influencé beaucoup plus qu'on le pense, même si on classe ça souvent dans les musiques inaccessibles. Il reste que la liberté du free jazz a donné lieu à d'autres types de musique, que ce soit la musique actuelle, que ce soit le rock expérimental, le modern creative, les musiques improvisées européennes, plus tard le hard blow avec des gens comme Peter Plantzman. Ça a influencé aussi la musique contemporaine, mais cette influence-là s'est faite dans les deux sens. Il y a quelques musiciens chez ECM ou encore chez Att qui ont emprunté certaines idées de la musique free en les adaptant à des contextes plus musique de chambre. Il y a même certains musiciens plus consensuels du post-bop qui parfois vont épicer leur solo de passage free. Un des musiciens qui illustre le mieux le deuxième volet du free jazz, donc le volet plus musique improvisée, c'est Paul Bley, né en 1932 à Montréal, décédé récemment en 2016. Il a succédé à Oscar Peterson. C'est pour vous dire qu'il arrive de loin, comme la plupart de ces musiciens-là. Souvent, ils ont joué au début de leur carrière du bebop ou d'autres formes plus anciennes. Il a étudié à Juilliard la composition et la direction d'orchestre. Il a joué avec beaucoup de monde, Mingus, Chet Baker, Ornette Coleman, Jimmy Giuffre, Eric Dolphy, Archie Shepp, Evan Parker, Steve Swallow et plusieurs grands contrebassistes. Il a joué beaucoup de compositions de Carla Bley, qui a déjà été sa femme. Assez vite, il s'éloigne du bebop et de ce qu'il appelle le pianisme, c'est-à-dire une volonté de démontrer nos capacités techniques. Il développe un style assez inclassable. Et en plus, il se renouvelle constamment. Parfois, il va jouer avec des musiciens très free, surtout entre le début et le milieu de sa carrière. Mais par la suite, il va faire des expériences avec ECM. Il va enregistrer avec différentes étiquettes d'avant-garde. Il peut jouer même avec des musiciens, notamment avec Sonny Greenwich. Il a fait un album quasiment de blues pour vous dire qu'il n'est jamais là où on l'attend. On pourrait le qualifier de styliste, mais un styliste original et créateur. Il aime bien transcender la tradition. Il joue souvent autour de la grille. C'est un jeu toujours un petit peu décalé, parfois un peu abstrait, toujours assez surprenant. Ce qui est intéressant chez Bley, c'est que parfois il fait entendre sa recherche. Il est en train de jouer, puis on dirait qu'on participe avec lui à sa quête. Donc on peut dire que chez lui, il y a un mix entre l'art brut et l'art composé, entre l'intuitif et le conceptuel, entre le chant et la rugosité. C'est un jazz de chambre intériorisé, mais avec des fulgurances par moments. Donc c'est une sorte de free, mais feutré, mais pas toujours feutré, mais disons que c'est une bonne façon aussi d'aborder des musiques un peu plus libres. Il a aussi ajouté à son jeu des techniques contemporaines, c'est-à-dire jouer dans les cordes, rentrer dans le piano, mettre ses mains
On peut le faire surtout avec un piano à queue, donc mettre ses mains dans les cordes à l'intérieur même de la caisse de résonance, ou bien aller toucher un peu les cordes pour créer des harmoniques ou toutes sortes de bruits. Il va aussi travailler avec des grappes sonores, des espèces de clusters, mais arrangés avec des éléments plus mélodiques. Il a aussi développé une interaction extrêmement sensible, très développée avec les autres musiciens. Il a certainement influencé des gens comme Keith Jarrett notamment. Il a aussi influencé beaucoup de musiciens européens. Et puis ce serait intéressant aussi d'aller écouter l'autre capsule sur Jimmy Giuffre, où on parle de l'apport de Paul Bley, notamment dans les exemples proposés. Je vous incite aussi à écouter des pièces comme Open to Love, et puis encore une fois Live of a Trio que j'avais conseillé dans l'autre capsule. L'autre compositeur et instrumentiste important, c'est Ornette Coleman, né en 1930 et décédé en 2015. Donc il est né au Texas, il joue de l'alto et du ténor. Il admire Charlie Parker, bien qu'il s'en détache radicalement plus tard. Il a joué avec Paul Bley, Don Cherry, Eric Dolphy, Charlie Haydn, Billy Higgins, Lou Reed aussi, étonnamment. C'est un pionnier du free jazz et de l'avant-garde, ainsi que de la musique improvisée. Ses compositions sont bâties sur un concept harmonico-mélodique, quasiment atonal. Donc atonal, c'est-à-dire que ça veut dire que chaque note n'est pas liée à une gamme. Chaque note a autant d'importance que l'autre. Donc ça crée des mélodies assez étranges, là, du genre... Alors, il n'y a pas de polarité. On va pas nécessairement dans tous les sens, mais on va dans un sens qui est incertain, qui est ambigu. Et malgré le fait que c'est atonal, il reste qu'il y a une qualité mélodique dans ces thèmes. Chez Ornette Coleman, il y a un concept d'armo-mélodie. Donc, c'est comme une même mélodie qui est jouée par diverses voix, à différentes hauteurs, dans diverses tonalités. Chez lui, l'aspect mélodique peut prendre des chemins assez sinueux, puisque c'est comme s'il se laissait guider par le son. Il a fait le premier album de free jazz, c'est-à-dire le premier exemple d'improvisation collective systématique. Le free jazz a connu plusieurs tendances, je l'ai dit, mais notamment parfois des rythmes assez binaires, assez funk, parce que cette musique-là appelle un côté libérateur, donc parfois ça va vers la trance, vers des moments musicaux plus pulsionnels. Donc, surtout dans le volet plus black, il y a parfois des éléments qui vont influencer notamment le jazz fusion, jusqu'à un certain point. Ces musiciens-là, souvent, quand ils ont décidé d'aller vers le plus de liberté possible, ils avaient quand même acquis une certaine rigueur. C'est pas le cas de tous les musiciens, parce que le free jazz, on peut l'accuser de ça, entre autres, c'est que parfois ça donne lieu à du n'importe quoi. C'est certainement pas le cas des musiciens que je vous présente ici. C'est des gens qui ont sciemment décidé de prendre le chemin de la liberté totale, mais en ayant en eux, consciemment et inconsciemment, des idées de ce que c'est qu'une structure musicale.
Comme exemple musical, je vous ai mis un solo joué en 1973 de Paul Bley. Vous allez voir qu'il joue dans le piano. Mettons qu'on joue ici un Fa. Si on dépose notre doigt, selon l'endroit où on le dépose, ça crée différentes harmoniques. Il y a une économie d'accords pour faire ressortir la ligne sinueuse à la main droite, ligne sinueuse qui est propre à son jeu. Il y a quand même une présence du blues dans ce qu'il fait, vous allez le voir, vous allez le sentir, avec des échappées de notes qui sont en dehors du mode. Il y a une sonorité d'un accord non usuel qui peut relancer l'impro ailleurs. C'est-à-dire que souvent les accords sont en succession de tierces. Mais il peut aller chercher un fragment modal. C'est-à-dire une partie de l'accord, mais répartie avec des dissonances. Ça pourrait s'inscrire dans un courant complètement atonal ou free, mais il va rattacher ça à des accords qui sont un petit peu plus conventionnels. Dans le deuxième extrait, je l'ai mis parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo d'un enregistrement en studio. Alors, c'est pas une pièce continue, mais ça vous donne une idée du travail que peuvent faire les improvisateurs. Bley parle de son jeu et de l'interaction entre les musiciens. Donc, il parle aussi de ce qu'il souhaite. Le trio, c'est une formation qui demande beaucoup d'écoute. Il n'y a que 3 musiciens. Chacun des musiciens doit prendre quand même beaucoup de place. Chaque musicien est très exposé. Puis en même temps, c'est une formation qui permet de se retourner sur un 25 sous, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est pas aussi rigide qu'un travail en sextuor ou en big band. Dans ce genre de musique plus libre aussi, l'écoute est portée à son maximum parce que chaque musicien peut décider à un certain moment donné de prendre une direction imprévisible. Vous allez aussi entendre dans cet extrait, dans la deuxième pièce, un jeu dans le piano, encore une fois, et puis la contrebasse qui est dans le suraigu. Ça aussi, c'est typique des musiques d'avant-garde, c'est-à-dire qu'on exploite des registres qui sont habituellement pas réservés à tel ou tel instrument. Même chose pour la batterie, le batteur va aller chercher des sonorités non usuelles. L'autre extrait, c'est Paul Bley en solo à Oslo. Le walking et puis la couche harmonique, c'est dans ce qu'on appelle une relation polytonale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme si de la main gauche, je jouais en Do majeur, puis de la main droite, je sais pas moi, en Mi bémol. Voyez-vous, ça fait une drôle de sonorité. Il y a des gens en musique classique qui l'ont fait bien avant lui, notamment Darius Milhaud. Il va aussi se servir dans cet extrait-là de ses doigts pour jouer dans le piano, mais créer des sons un peu de guitare en enlevant des harmoniques. Quand on touche les cordes à l'intérieur du piano et puis qu'on joue une note, ça transforme un peu le son. C'est un bel exemple d'un improvisateur qui développe ses idées sur le vif. Je le disais tantôt, c'est un pianiste qui aime bien montrer le work in progress. D'ailleurs, dans cet extrait, on dirait qu'il se laisse conduire par le son. Il part d'une sonorité, puis il la développe à partir vraiment d'un minuscule motif. On ne peut même pas parler d'un motif, on peut parler d'un son. En électroacoustique, on va partir d'un objet sonore, puis on va essayer de développer ça au maximum. Ça remonte à longtemps. Les grands compositeurs font tout ça, ils vont partir d'un infime motif, puis vont en faire ceux qui ont le plus de talent. Avec une économie de moyens, ils vont réussir à faire beaucoup de choses. C'est la même chose en peinture, parfois avec 2 lignes, une ligne noire, puis une ligne noire horizontale, une ligne rouge verticale. Ils réussissent à bâtir un tableau. C'est la même chose chez les grands improvisateurs et les grands compositeurs. L'autre extrait, c'est Life of a Trio. J'en ai parlé beaucoup, donc avec Paul Bley, Jimmy Giuffre et Steve Swallow. C'est l'album de 1989, pour être précis, 27 ans après le premier enregistrement de ce trio.
Alors, l'extrait que j'ai mis, c'est de l'audio seulement, mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. C'est un peu comme si vous écoutiez un quatuor à cordes extrêmement subtil avec des musiciens qui jouent entre eux depuis longtemps et qui réussissent à s'écouter, à deviner ce que l'autre va faire, à anticiper, à jouer avec différents paramètres. Puis on dirait que les trois personnes ne font qu'un. Il y a à la fois une unité de jeu, ce qui n'empêche pas une liberté du jeu. Et puis ça n'empêche pas non plus un lyrisme. L'autre extrait, c'est d'un pianiste de free jazz assez radical, Cecil Taylor, qui est né en 1929 à New York. Il a joué avec Steve Lacy, avec John Coltrane et plusieurs musiciens européens. Il a un intérêt pour la danse, pour la performance. D'ailleurs, l'extrait sur YouTube, on le voit en train de concevoir son improvisation comme une chorégraphie. Ça en fait quelque chose d'assez unique, d'assez particulier. J'ai eu la chance de voir Cecil Taylor en concert à Montréal, piano solo, et on assistait à cette performance quasi chorégraphiée. Et on dirait que ça lui permettait de se concentrer davantage quand il approchait le piano avec cette espèce de rituel plus ou moins dansé. Et un peu comme dans l'extrait que vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier cette énergie vitale qu'il arrive si bien à nous transmettre. Bien sûr, au départ, c'est un peu déroutant puisque je ne sais pas dans quelle tonalité on est. Bon, là, je fais juste ça pour illustrer, mais chez Cecil Taylor, vous allez voir qu'il y a quand même une cohérence rythmique. Mais il y a une part d'aléatoire aussi, c'est certain, mais il reste que c'est fait de façon très intuitive en cherchant la moelle même là, de la musique afro-américaine. Il faut tendre l'oreille parfois pour la découvrir, mais elle est là. Il y a quand même quelques passages avec des pôles harmoniques chez Cecil Taylor. Il vient d'un monde plus, entre guillemets, conventionnel, mais il reste que lui, il s'est lâché lousse, il s'est vraiment permis une pleine liberté. Vous allez entendre qu'il exploite vraiment tout le registre du piano, de l'extrême grave à l'extrême aigu, avec des fulgurances rythmiques et puis des attaques très violentes. Une variété d'attaques aussi. C'est pas toujours aussi violent, mais il va justement aller chercher des contrastes. Puis aussi une approche sonore, comme s'il s'agissait d'électroacoustique, puis qu'on allait chercher une densité de son, des textures. C'est véritablement un pionnier de la musique improvisée qui a influencé beaucoup de musiciens européens. Alors, chez Coleman, la tension ne sera pas nécessairement apportée par la succession d'accords, mais bel et bien par la manière qu'il agence des mélodies au rythme assez inusité, et puis aussi la juxtaposition de ses accords et puis de sa mélodie qui sont parfois un peu détonnants. Dans la pièce Lonely Woman, donc il y a une mélodie en triolette blanche sur un rythme binaire rapide. Donc, alors que la mélodie, elle est plus donc, on vient juxtaposer deux mondes. Un monde où c'est quasiment funky et un monde très aérien. Et puis, étonnamment, ça fonctionne. Et si vous allez voir le petit graphique animé, c'est uniquement des accords relativement reposants en bleu, sauf vers la fin de la pièce. Encore que là, les accords sur le 5e degré sont 107e. Donc, on peut encore rester dans un discours modal et puis revenir en ré mineur.
faire plusieurs modes différents, mais en gardant une constance harmonique, alors que les modalités ici, les modes plutôt, sont très instables. Donc stabilité main gauche, instabilité main droite. C'est une autre façon d'appréhender la musique. Vous allez entendre une pédale de Ré, puis un peu plus tard une pédale de La. Une pédale, qu'est-ce que c'est? C'est quand soit le contrebassiste ou le pianiste dans les basses va aller chercher une ou plusieurs notes. Alors il va jouer plus. Puis il va s'en tenir à cette espèce de pivot-là, un peu comme on peut retrouver dans certaines musiques ethniques, par exemple les musiques de l'Inde, où il y a un pivot, il y a un instrument qui joue une note continuellement, et ça permet une grande liberté mélodique et beaucoup de développement modal. C'est ce qu'il va faire. Si vous écoutez sur le disque, c'est encore plus dissonant ce que fait la contrebasse. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter la batterie qui a un aspect mélodique dans son jeu. La structure est en 15 mesures. Ça aussi, c'est un peu déstabilisant. D'habitude, c'est des nombres pairs, 12 ou 16 mesures. Ici, c'est en 15 mesures. Et à la toute fin, il y a une montée chromatique des accords où on entend... Et là, on revient sur la basse, etc.